советская власть. Но получается нашей Ленинской Сталинской партии мы знаем остальных товарищей, которые работали не хуже, чем награжденные. Она затрагивает интересы самого аппарата, как системы собирается. Законы есть, политика есть и буксует. Почему? En octobre 1964, Nikita Khrouchtchev doit démissionner, poussé par une élite politique dirigeante malmenée par des réformes tous azimuts et qui aspire à plus de stabilité. Il est remplacé à la tête du parti et de l'État par Léonid Brejnev et Andreï Kosygin. La période qui s'ouvre va voir l'enracinement des responsables, entraînant clientélisme et système de parrainage. Une véritable féodalité soviétique s'instaure. Si celle-ci est gage de stabilité, elle n'est pas exempte d'incompétence. Malgré une certaine autonomie des entreprises, la planification verticale est renforcée. Brejnev est partisan d'une industrie lourde et de défense, ainsi que de la mise en valeur industrielle de la Sibérie. Kosygin défend une industrie légère de biens de consommation et une décentralisation économique. Le compromis entraîne l'immobilisme. En août 68, pour mettre fin au printemps démocratique et préserver les conquêtes du socialisme en Tchécoslovaquie, l'URSS et les forces du pacte de Varsovie interviennent militairement. La réprobation est forte chez les intellectuels soviétiques, bien que très minoritaire dans le pays. Au moment où le matin de 21 août, j'ai branché la radio, où toutes les stations étrangères étaient brouillées, et entendu la station soviétique qui a dit l'aide fraternelle, etc. À ce moment-là, je savais que cette fois, je vais à la manifestation. Je me sentis très touchée. Je n'ai pas protesté en 1956 contre l'écrasement de Budapest. Vous savez, et pour moi, c'était une faute impardonnable. Au moment où je suis allée, je ne savais même pas si je ne serais pas seule sur la place. D'abord, les gens peuvent être arrêtés par le KGB en trajet. Nous étions quand même 8. Vous savez, nous étions 8. Et aussi dans la foule, il y avait des amis ou des parents. Nous n'avions pas peur, nous étions heureux. Arrêtée quelque temps après, Madame Gorbanevskaya est, comme beaucoup d'autres dissidents, condamnée à être traitée dans une prison psychiatrique. Quand je dis la prison psychiatrique, ça veut dire l'hôpital psychiatrique du type spécial. Quand en soviétique on dit sur quelque chose de spécial, c'est vraiment spécial. D'un autre côté, les relations entre super grands sont placées sous le signe de la détente. Un traité sur la non-prolifération nucléaire est signé en 1968. En 1975, Brejnev signe l'acte final de la conférence d'Helsinki sur la sécurité et la coopération en Europe. L'économie soviétique n'en reste pas moins centrée sur les dépenses militaires. L'image de l'URSS dans le monde se dégrade considérablement, notamment sur la question des droits de l'homme, en raison du traitement infligé aux dissidents, expulsion de Soljenitsyne, exil de Sakharov et prison ou hôpital psychiatrique pour un grand nombre d'entre eux. Je n'étais pas à mon procès. Les juges ne voulaient pas nous voir. Et donc, la libération des détenus psychiatriques dépendait formellement des psychiatres qui recevaient ces ordres de KGB et du bureau politique, de Politburo. Pour être libéré, il est obligatoire de mentir devant la commission psychiatrique. Et une dame
pose la question, et si c'était la dissimulation? Vous savez ce que c'est? La dissimulation, c'est qu'un malade simule être sain. Et une autre dame psychiatre dit, mais la dissimulation, c'est déjà un signe de la guérison. Et toutes les quatre ont commencé de rire très haut, de rire. Ah! Toutes les quatre. Elle rit, moi je souris, et nous comprenons. Je dois vous dire que c'est un sentiment très humiliant, parce que je me sens leur complice. Je vous ai dit que ma mère m'a appris de ne rien mentir, mais ici, je n'ai pas pu un autre moyen de sortir. C'est incomparable, cette atmosphère de l'ex-Union soviétique, quand j'ai menti tout le temps, à tout le monde, et c'était normal. C'est seulement avec des amis, quand j'étais sincère, mais pour la vie, c'était absolument normal que tu proclames quelque chose pas vrai. Vous savez que il y a quelques semaines, j'ai relu les rapports sur les congrès des cinéastes kazakhs. Et d'un coup, j'ai vu mon discours. J'ai honte de ça. J'ai honte de ça parce que c'était comme ça. Je me souviens que j'ai dit que pendant la vie à l'Union soviétique, tu dois faire trois choses en même temps. Tu dois penser comme ça, parler autrement et agir autrement. Ну, взял корону. Держи, потому что за корону, знаешь, дерутся. А мы тебе желаем успеха, никому не отдавай, желаем тебе. Devenu prééminent dans la direction soviétique dans les années 70, Brejnev est animé par une passion sénile pour les décorations, allant jusqu'à se faire nommer maréchal. Le culte de Brejnev, contrairement à celui de Staline, n'est qu'un objet de plaisanterie pour le citoyen soviétique. À l'époque de Brejnev, je me souviens que j'ai parlé avec mon père et j'ai dit, regardez, il y a 6 pages de Pravda, il y a 230 fois le nom de Brejnev sur première page, 200 seulement le nom de Brejnev sur deuxième page, et dernière page, c'est que 40. Il m'a dit non, faut pas dire ça. Faut pas dire ça. T'as pas le droit. J'ai dit ok, mais j'ai dit rien. J'ai seulement compté. À partir de 1979, pour soutenir un régime à sa dévotion, l'URSS est entraînée à intervenir de manière directe en Afghanistan, ce qui se traduit par une occupation du pays par un corps expéditionnaire de 100 000 hommes qui se heurte à une forte résistance locale. Malgré les avancées en matière de désarmement, l'URSS ne parvient pas à empêcher l'installation de missiles Pershing en Europe occidentale. Elle renforce sa présence sur et sous les mers du globe. Le poids des dépenses militaires, la baisse de la croissance, la stagnation de la consommation et le sort réservé aux dissidents apparaissent alors comme les signes d'un conservatisme crispé. La période brejnevienne est une période qui a duré 20 ans. Ce n'est évidemment pas seulement une période de glaciation, de stagnation, comme on le dit aujourd'hui. Après toutes ces réformes intempestives de Khrouchtchev, la nomenclatura peut se développer en tant que caste à part entière. Ce système qu'on a pu qualifier de féodalité soviétique
la constitution de ce clientélisme aussi. On peut dire de ces groupes mafieux qui ont un pied dans la politique, un pied dans l'économie. Donc c'est une période où il se passe beaucoup de choses qui vont avoir des conséquences sur le moyen terme et que l'on va retrouver dans les années 90. Lorsque Léonid Brejnev décède en novembre 1982, l'URSS est un colosse aux pieds d'argile. Brejnev est remplacé par Yuri Andropov, ancien chef du KGB, qui s'attaque à moraliser le parti et ébauche une réforme économique. Ayant passé une partie de sa carrière dans les démocraties populaires, il est considéré comme un réformateur. Mais il meurt 15 mois après Brejnev, en février 1984. Sa tentative de moralisation laissera surtout le souvenir d'un renforcement de la discipline. Il est remplacé par Konstantin Tchernenko, appuyé par les conservateurs du parti. Décédé au bout d'un an, celui-ci ne restera dans la mémoire des soviétiques que sous la forme de quelques photographies. Au début des années 80, l'URSS est dans un état difficile parce que elle est passée à côté de plusieurs révolutions technologiques. Donc il y a à la fois un affaiblissement intérieur avec une crise économique quand même forte, avec des grandes difficultés agricoles qui imposent à l'URSS l'achat de dizaines de millions de tonnes de céréales par an aux États-Unis, avec un complexe militaro-industriel qui s'essouffle et qui n'arrive pas à trouver le rythme dans cette course aux armements que lui impose l'administration américaine. Et donc tout ceci crée une situation de crise économico-sociale vraiment assez avancée, avec en plus une image extrêmement négative de l'URSS dans le monde. Le 11 mars 1985, 2 jours après la disparition de Tchernenko, Mikhaïl Gorbatchev est nommé à la tête de l'URSS. Jeune réformateur proche d'Andropov, celui-ci a conscience de l'état de délabrement de l'économie soviétique. En avril, devant le plénum du comité central, il s'attaque à l'inertie d'un système tentaculaire dont profite une classe de privilégiés. Il préconise une accélération du rythme de développement économique qui stagne depuis plusieurs années. En mars 1986, se déroule le 27e congrès du PCUS. C'est à cette occasion que Gorbatchev développe le concept de la perestroïka, une restructuration économique en profondeur qui doit toucher toutes les sphères de la société. La perestroïka s'accompagne de la glasnost, la visibilité. C'est le libre accès pour les citoyens à l'information concernant l'État. Ceci entraîne la fin du secret, la levée de la censure et la libre dénonciation des abus. Le dernier acte de la déstalinisation est en train de se jouer. Quand les gens ont commencé à parler vraiment, c'était cette fameux 5e congrès des cinéastes, de l'Union des cinéastes à Moscou. Je n'ai pas la moindre idée que ça peut être quelque chose d'intéressant. Et d'un coup, dans 40 minutes, les gens commencent à parler. Et vous savez, j'étais horrifié. J'ai dit à mes amis à côté de moi, « Oh, il faut courir d'ici parce que c'est très dangereux. On va nous envoyer tout à Sibérie. Parce que c'est impensable que les gens peuvent dire des choses si ouvertes, si osées. Oh. » Maintenant, je crois qu'ils ont dit des choses simples. Ils ont dit des choses de quoi ils ont pensé. Mais c'est impensable. Symbole de cette libéralisation, l'académicien Andreï Sakharov, prix Nobel de la paix, est libéré de son exil de Gorky. C'est à cette époque que survient la terrible catastrophe nucléaire de Tchernobyl, qui va laisser une marque indélébile sur la partie occidentale de l'URSS.
Elle souligne l'état de délabrement de sa structure industrielle et illustre les ravages écologiques du productivisme soviétique. Gorbatchev opère une révision totale de la doctrine de politique étrangère. Le coût de la course aux armements pesant un poids exorbitant dans une économie exsangue, il s'attache à transformer en partenaires les Occidentaux, autrefois rivaux impérialistes. En octobre 86, à Reykjavik, en Islande, Gorbatchev et le président américain Reagan s'accordent pour initier une réduction de leur potentiel nucléaire. De même, l'URSS prend la décision en avril 88 de se retirer d'Afghanistan. Le dernier régiment soviétique passera la frontière un an plus tard. En mai 1988 toujours, Mikhail Gorbatchev publie dans la Pravda un article important prônant une réforme du système politique et judiciaire afin de créer un véritable état de droit. C'est à cette époque que sont réhabilitées officiellement les victimes des purges staliniennes, Boukharine, Zinoviev, Kameniev et aussi des millions d'autres anonymes. L'hôpital psychiatrique comme mode de répression des opposants est supprimé. Число бедных растет. Падает вера советских людей в реальные результаты перестройки. Организованная преступность проникла во все структуры общества, в том числе и в его высшие эшелоны и в партии. Dans le cadre de la lutte contre la corruption, qui voit l'arrestation du gendre du défunt Brejnev, Gorbatchev reçoit le soutien du dirigeant communiste de Moscou, le réformateur Boris Eltsine. Le Soviet suprême adopte une nouvelle loi électorale. Les élus du futur Congrès du peuple éliront pour 5 ans un président de l'URSS au pouvoir étendu. C'est le début de Perestroïka que j'ai lu un petit article dans Literaturная Gazeta. Et un messier a dit que c'est pensable de faire l'élection libre, ouverte, que plusieurs partis politiques peuvent nommer quelques candidats. J'étais si étonné. Oui, je sais que c'est possible pour les États-Unis, pour la France, mais pour l'Union soviétique, il est fou. Les premières élections libres semi-démocratiques ont lieu le 26 mars 1988. Sont notamment élus Boris Eltsine, qui s'était présenté en candidat libre, les nationalistes baltes, qui en Lituanie sont largement majoritaires, et l'académicien contestataire Andrei Sakharov. Si la libéralisation va bon train dans les démocraties populaires d'Europe de l'Est, le PC est-allemand se braque contre les revendications démocratiques de la population. Accueilli en héros à Berlin-Est, Mikhail Gorbatchev ne réussit pas à faire entendre raison au dirigeant communiste Gustav Honecker, qui sera démis quelques jours plus tard avec l'assentiment de Moscou. Mais c'est trop tard. En novembre 1989, le mur de Berlin va être mis à bas. Premier pas vers la réunification allemande sans que les soviétiques ne s'y opposent. L'année 90 voit l'effondrement du système politique soviétique. Les principes léninistes fondateurs, dictature du prolétariat et centralisme démocratique, sont abandonnés. Élu président de l'Union par le Congrès du peuple, Mikhail Gorbatchev œuvre à transférer le pouvoir du parti à l'État. Le rôle dirigeant du Parti communiste est supprimé. Et d'autres partis sont autorisés. C'est à l'occasion du 29e congrès en juillet 90, le dernier de l'ère soviétique, que Boris Eltsine démissionne du Parti communiste pour voler de ses propres ailes. Mais les réformes économiques sont soit incomprises de la population, soit sabotées par les conservateurs, soit mal maîtrisées par le groupe dirigeant. L'inflation est galopante, la pénurie guette, les mouvements sociaux s'étendent. L'introduction de l'économie de marché augmente brutalement les inégalités. La crise balte, elle court depuis l'année 89 et même l'année 90. Les Baltes ont été soviétisés au moment du pacte germano-soviétique en 1939, puis une seconde fois en 1945. Cette soviétisation a été très brutale, en particulier après 1945, je dirais le passif
qu'il y a est lourd. Et en plus, c'est dans les pays baltes que les premiers mouvements de contestation, d'ailleurs souvent liés à des revendications écologiques, sont apparus dans les années 80. La question du traité d'union est posée, non pas tant par les Baltes, il faut bien le dire, que par un mouvement général dans l'opinion, et par le fait que Boris Yeltsin, l'hiver 90-91, alors qu'il est président de la République fédérée de Russie, mène une campagne publique en demandant aux autorités locales et républicaines de ne pas appliquer la loi fédérale. On sent bien que Gorbatchev souhaite pouvoir s'adosser à une nouvelle constitution avant de se remettre à marcher de l'avant. Un référendum est organisé en 1991 sur les règles régissant les rapports entre les républiques et les conditions de sortie de l'Union. Les citoyens de la République de Russie sont à cette occasion appelés à se prononcer sur la création d'un poste de président de la Russie, élu au suffrage universel. Boris Eltsine en deviendra le premier président. La majorité des électeurs votent pour un nouveau traité d'union. Autrement, ils votent pour une Union soviétique modifiée, mais pas démantelée, sauf les Baltes. Et les Baltes s'en vont. Кто хочет нам подсунуть, что он владеет искусством в один раз все решить сразу, и что если бы он был у власти, уже бы страна процветала, а сейчас хотят этот рецепт России подсунуть, так сказать, стране не удалось, тут хотят подсунуть. Я вам прямо скажу, это политические мошенники. 10 ans de liberté incroyable. C'était bonheur. Et la fin de Perestroïka, c'est la période des soupçons, des soucis et de peurs. La question des Baltes a au début empoisonné l'atmosphère, créé un sentiment très malsain, mais ce n'est pas elle qui pose le problème central. Par contre, en même temps qu'une partie des réformateurs se radicalise vers l'angle libéral, une partie de l'administration dit mais Gorbatchev est fou, il n'agit pas alors qu'il faudrait agir, il attend maintenant de convoquer une assemblée constituante, mais ce n'est pas possible, on ne peut pas faire comme ça. Et ces gens-là vont faire le coup d'État d'août 1991, persuadés que Gorbatchev va leur donner raison. Août 1991. Alors que Mikhail Gorbatchev est en vacances en Crimée, un groupe de conservateurs, dont le Premier ministre Valentin Pavlov, les ministres de l'Intérieur et de la Défense, constituent un comité d'État pour l'état d'urgence, qui s'arroge tous les pouvoirs. Afin de préserver une Union soviétique autoritaire et centralisée, le coup d'État a lieu le 18 août, veille de la signature du nouveau traité de l'Union entre les républiques soviétiques. Ces putschistes sont tellement peu persuadés de leur bon droit que les militaires qui participent au putsch n'acceptent d'y participer qu'à la condition qu'on ne leur donnera pas l'ordre de tirer. Et ils ne distribuent pas les munitions à leurs troupes. Boris Eltsine se porte aussitôt au secours de la démocratie et de Gorbatchev, mais pour mieux le maîtriser. Il ordonne aux forces militaires soviétiques de passer sous le contrôle du gouvernement russe. Mal préparé, mal organisé, le putsch échoue. De retour à Moscou, Mikhail Gorbatchev n'est plus que l'otage de Boris Eltsine, qui étend les prérogatives des ministres russes au niveau fédéral. Вот Борис Николаевич мне сейчас, когда уже мы встретились, он дал краткое изложение заседания Кабинета министров, но я его еще не читал. On voit bien que parler de coup d'État est, je dirais, presque indécent. C'est une tentative de réaffirmation du pouvoir de l'État, mais qui évidemment s'effondre. Et à partir du moment où elle s'effondre, la légitimité de Gorbatchev s'effondre avec, et celle de l'URSS avec. Et l'échec du coup d'État donne, je dirais, l'hégémonie idéologique et politique aux libéraux et aux gens qui entourent
Boris Yeltsin. Et l'Union soviétique meurt à ce moment-là. Mikhail Gorbatchev démissionne de son poste de secrétaire général du Parti communiste le 24 août. Le Soviet suprême s'autodissout le 29 août. La foule en colère s'en prend au symbole du passé soviétique. La création d'une communauté d'États indépendants, la CEI, est officialisée le 21 décembre à Alma-Ata, regroupant les ex-républiques soviétiques à l'exception de la Géorgie et des républiques baltes. La Russie s'impose comme principale héritière de l'URSS, remplacée par une CEI aux compétences limitées. Mikhail Gorbatchev, président d'un État qui n'existe plus, démissionne le 25 décembre 1991. Évanoui sans effusion de sang majeur, l'État soviétique n'aura duré que 67 ans, laissant derrière lui des milliers d'orphelins et de nostalgiques. Mes parents, ils ont été au courant de tout. Ils ont eu peur d'être arrêtés. J'étais né à 1953, l'année des morts de Staline, et je n'ai pas senti autant l'influence des goulags, sauf que quand, pour la première fois de ma vie, j'ai commencé à lire ce fameux livre de Solzhenitsyn, Archipel Goulag, je pleurais. Parce que je n'ai pas lu ça comme l'histoire d'un martien, quelque chose comme ça. D'un coup, j'ai senti qu'il y a quelque chose en moi qui parle. Oh, c'est incroyable, c'est incroyable. C'est ça l'influence, c'est comme cancer. Dans notre société, c'est comme cancer. On ne pense pas à ça, on ne parle pas de ça, mais quand même, c'est fort. C'est dans notre sang. Quelques litres de goulag.